Alors, Boker Tov les Koulam, c'est une matinée un petit peu particulière et c'est une journée particulière, car si les événements nationaux de commémoration de la Shoah ont été repoussés à ce soir et demain, en vérité, c'est aujourd'hui, Yom HaShoah, le 27 Nissan, mais dans la mesure où, eh bien, c'est dimanche et que donc les gens avaient peur que Motsei Shabbat, eh bien, le Shabbat soit transgressé, alors ça a été Nitra. Mais en tout cas, donc aujourd'hui, on va parler de l'histoire et de la Shoah. En fait, David m'a fait prendre conscience que on parle beaucoup de la Shoah, mais que très souvent, notre vision des événements historiques qui ont amené à la Shoah n'est pas forcément très claire. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons essayer de mettre en avant, c'est une série de 10 qui sont 11 événements, 11 points de repère dans l'histoire pour arriver à la Shoah, pour comprendre de quoi on parle. Car les amis, que les choses soient bien claires, et là je vais le dire de manière très simple. La Shoah n'est absolument pas un événement qui arrive du jour au lendemain. La Shoah, ce n'est pas un beau matin, Hitler arrive et le lendemain, il y a les chambres à gaz. Ce n'est absolument pas de cela dont il s'agit et c'est justement cela qui doit être mis en avant. On doit comprendre, les amis, donc il est évident que la Shoah n'arrive pas en une seconde et ce que nous allons essayer de faire, c'est de comprendre comment les événements ont emmené à une réalité. D'accord? Alors allons-y. J'ai envie de dire que tout commence en 1933, mais c'est évidemment pas vrai. Tout commence en 1919. En 1919, il y a le traité de Versailles. Nous sommes à la suite de la Première Guerre mondiale. Les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale et les Alliés vont leur faire payer tous les dommages de la Première Guerre mondiale. Ainsi donc, eh bien, l'Allemagne est ruinée, l'Allemagne est complètement acculée. Et j'aimerais qu'on se mette à la place d'un enfant allemand de 10 ans à cette époque-là. Qu'est-ce qui se passe pour un petit gosse de 10 ans en 1919? Eh bien, il va grandir toute son adolescence sur le fait que l'Allemagne a été bafouée, détruite, et il ne comprend pas pourquoi. Il n'a rien à manger, il y a une inflation énorme, et à ce moment-là, va commencer petit à petit un orateur d'abord dans des tavernes, ensuite dans des celliers à bière, ensuite dans des salles un petit peu plus grandes, va commencer un orateur à parler. Et les discours sont extrêmement clairs. L'Allemagne et les Allemands de pure souche sont le peuple élu et sont les meilleurs du monde. Mais si cela est vrai, comment est-ce possible d'avoir perdu la guerre? Eh bien, à ce moment-là, Adolf Hitler va tout simplement surfer sur une vague qui n'est pas nouvelle. Il faut trouver un bouc émissaire, il faut trouver un responsable de la défaite allemande. Quoi de mieux que de s'attacher à un ennemi ancestral, un ennemi qui, depuis 2000 ans, a été absolument tourné dans la boue par le monde chrétien. Je veux parler évidemment du peuple juif. Et oui, l'antisémitisme en Allemagne a d'abord bénéficié de 2000 ans d'antisémitisme chrétien. Je dis en Allemagne, c'est vrai également en France. Je rappelle que dans les années 30, avant même l'apparition de Hitler au pouvoir,
il va y avoir l'exposition Le Juif et la France. Eh oui. Donc, il y a un antisémitisme latent qui vient de 2000 ans d'antisémitisme chrétien, et c'est là-dessus que Hitler joue. Il va utiliser l'affaire Dreyfus, ce qui est incroyable, puisque dans l'affaire Dreyfus, la France accuse Dreyfus d'avoir été un espion au service de l'Allemagne. Mais ça ne dérange pas Hitler. Il te sert de l'affaire Dreyfus pour dire, vous voyez bien que les Juifs sont des traîtres. Et que donc c'est forcément eux qui nous ont fait perdre la guerre. Il va y avoir une série d'élections au début des années 30, car petit à petit, le parti nazi prend de plus en plus de puissance, et à chaque élection, ils sont plus nombreux au Parlement allemand, et ça va les amener finalement, en 1933, à prendre le pouvoir, car ils deviennent le premier parti au Parlement du Bundestag, au Parlement allemand. Et j'aimerais qu'on commence là-dessus pour bien comprendre de quoi on parle. La Shoah n'est possible que suite à un antisémitisme de masse qui est des fois exprimé, mais dans la majorité des cas, qui n'est pas exprimé. D'accord? Il n'est pas exprimé, mais il est présent. Une société qui ne combat pas le racisme ou l'antisémitisme en particulier, dès ses apparitions, eh bien, c'est la preuve que quelque part, elle est d'accord. Qui ne dit mot consent. Ou alors, dans le langage talmudique, shtika keoda'a. C'est-à-dire, ça laisse rêveur quant à ce qui se passe en ce moment en France. Ou aux États-Unis, ouais. Donc 1933, c'est un antisémitisme latent, ça y est, les nazis sont au pouvoir, tout le monde est bien conscient qu'on n'aime pas les juifs. Mais, et c'est là qu'arrive la deuxième étape, c'est qui les juifs? Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Là, vous me voyez dans la rue, chemise blanche, petite barbe, kippa, je passe pour un juif. Je n'ai même pas encore parlé de mon nez. Donc je passe pour un juif. Mais imaginons que je mets un sweat à capuche, une casquette, je ne sais pas moi, Air Jordan, que je me rase de près, les amis, je pense, et en ayant, enfin, j'ai fait l'expérience plusieurs fois, je passe tranquille. C'est-à-dire que si je veux ne pas ressembler à un juif, pour moi, ce sera relativement facile. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont un peu plus typées, mais on va dire que moi, je pourrais m'en sortir. Et puis, on va revenir en arrière. Évidemment que si vous me mettez un Rabbi Jacob dans la rue, bah, tout le monde saura qu'il est juif. Sauf que des Rabbi Jacob, il n'y en a pas en Allemagne. Même les juifs orthodoxes ne sont pas habillés en redingote, enfin, en frac, avec le grand chapeau et la grande barbe. Même les rabbins en Allemagne sont habillés en costume 3 pièces, en queue de pie, en chapeau de forme, avec un monocle et une petite barbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, quand je dis ça, je caricature un petit peu, je schématise. Il y a peut-être 2, 3 personnes qui ressemblent à des Rabbi Jacob, mais de manière extrêmement générale, les Juifs d'Allemagne ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des Allemands. Ils sont extrêmement bien intégrés dans la société allemande. Ils sont partout, dans tous les échelons de cette même société. Et même les religieux ressemblent plus à des Allemands qu'à des Allemands. Donc lorsque les nazis arrivent au pouvoir
et qu'ils ont un programme officiellement et ouvertement antisémite, mais je veux bien, mais c'est qui ces fameux juifs? Et donc, en 1935, il faut faire une loi qui va déterminer avec précision qui est juif. Parce que vous comprenez que les nazis vont avoir plein d'idées. L'idée de réussir à mettre une définition raciale va échouer. C'est-à-dire, lorsqu'ils veulent dire, on va mesurer les crânes, on va mesurer les narines, on va voir, pour trouver des caractéristiques physiques qui vont permettre de déterminer qui est juif et qui n'est pas, ça ne marche pas. Évidemment que ça ne marche pas. Malasot. Donc, la loi va être très simple. Qui est juif? Tout celui qui a un grand-parent juif, les fameuses lois Nuremberg. Mais la question, c'est pourquoi Hitler est remonté aux grands-parents? Pourquoi pas les parents? Pourquoi pas les arrière-grands-parents? Eh bien, les grands-parents, tout simplement parce que c'est 2 générations en avant, en arrière, et parce qu'il y a 2 générations, en Allemagne, il y a eu un énorme recensement de la population. On est à la fin du 19e siècle. Il y a eu un recensement de la population, mais pas antisémite, de toute la population. Et chaque personne de la population devait, parmi les questions du recensement, devait expliquer, dire quelle était leur religion, de quelle confession ils étaient. Les chrétiens, les protestants, enfin les catholiques et protestants, et les juifs. Résultat des courses, du point de vue de Hitler, à l'époque des grands-parents, nous avons des listes claires de qui est affilié à la communauté juive et qui ne l'est pas. Et donc, les lois Nuremberg vont pouvoir déterminer, ça y est, qui est juif. Bon, ok. En Allemagne, ça commence à vraiment sentir pas très bon. En Allemagne, pour les juifs, ça n'a pas l'air top top. Mais il est évident que dans le monde entier, dans le reste du monde, les gens vont condamner les pratiques allemandes. C'est une évidence. Je vous donne un exemple. Regardez, je vais vous partager une image fantastique. Attendez, hop là. Voilà. Je vous partage une image. Yofi. Alors, hop là. Est-ce que je peux partager? Oui, parfait. Regardez, je vous partage juste une petite image qui vient il y a un mois, au Brésil et en Argentine. Lorsque vous voulez acheter des matzot, donc pour Pessah, voilà ce qui est marqué sur les boîtes de matzot qui arrivent là-bas. Si vous achetez ce produit, vous supportez le génocide. Puisque ce sont des matzot faites en Israël, et qu'en Israël, c'est bien connu, on fait un génocide à Gaza. Eh bien, les amis, voilà, c'est un moyen pour les gens de prendre position. Donc j'imagine qu'après la montée au pouvoir d'Hitler, après les lois Nuremberg, et les lois Nuremberg ne sont pas les premières choses antisémites. Je parle de loi Nuremberg parce que c'est un événement, un tournant majeur, mais on a déjà des actes antisémites depuis 1934 en Allemagne. Donc j'imagine que le monde entier va se positionner contre cet antisémitisme allemand et va même boycotter l'Allemagne. Oui, pourquoi boycotter? Mais parce que dans un an, ça arrive. Et cela nous amène à 1936. Les amis, 1936, ce sont les Jeux olympiques de Berlin. Et voilà. Donc évidemment, j'imagine que tous les pays libres du monde vont boycotter les Jeux olympiques et vont dire on n'y va pas
parce que la politique allemande est raciste, antisémite, donc on n'y va pas. Alors non, ils n'ont pas boycotté. Tout le monde vient aux Jeux Olympiques de Berlin. Et c'est une fête magnifique. Les États-Unis, qui ont un comité olympique dirigé par des néo-nazis en Amérique, vont même, pour faire plaisir aux Führers, retirer de leur équipe olympique tous les juifs et les noirs, sauf un. Ils gardent quand même avec eux Jesse Owens parce que c'est le meilleur coureur et que ce sont les États-Unis, ils veulent des médailles. Mais vous comprenez que l'antisémitisme, il n'est pas que en Allemagne, que le racisme anti-noir, anti-blanc, anti ce que tu veux, il n'est pas que en Allemagne. Nous, on connaît bien notre situation en France, de ceux qui ont habité en France et ceux qui se rappellent de la condition des Juifs en France pendant la guerre. On n'aura pas besoin de rappeler que les premières lois antisémites en France ne sont pas demandées par les nazis. Elles viennent du gouvernement de Vichy tout seul comme un grand. Donc en 1936, nous avons la complaisance du monde par rapport à la machine antisémite allemande. Et tout ceci va nous amener à 1938. En 1938, va se passer un événement qui, pour moi, est l'événement clair, net et précis que personne ne viendra aider le peuple juif. 1938, les amis, c'est la conférence d'Évian-les-Bains. Conférence d'Évian. Quel est le but de cette conférence? Très simple. Hitler arrive et dit au monde, c'est une conférence qui rassemble les chefs d'État du monde entier. Et Hitler dit au monde, voilà les amis, je ne veux pas de mes juifs. Je veux créer en Allemagne un Judenrein, un pays sans juifs. J'ai à peu près 400 000 juifs chez moi. Qui les prend? Imaginez-vous ce qui se serait passé si des pays avaient accepté les juifs. Attendez, la fin du message, j'ai pas la fin du message, 2 secondes. J'ai la fin du message, voilà. Non, j'ai pas la fin du message, c'est pas grave, on verra après. L'honneur. Quoi qu'il en soit, donc 1938, la conférence d'Évian. Le monde reste silencieux pendant les Jeux Olympiques. Le monde refuse de prendre les Juifs d'Allemagne pour les sauver. Quand je dis le monde, ça comporte tout le monde. Hein. Les États-Unis ferment leurs portes. Eretz Israël, dominé par les Britanniques, ferme leurs portes. Puis vous avez la réponse magnifique de l'Australie. Magnifique. L'Australie dit, nous, on ne peut pas prendre les Juifs. Ah bon, pourquoi? Eh bien, parce que nous n'avons pas de Juifs en Australie, donc nous ne sommes pas encore antisémites. On n'a pas envie de le devenir. Mais quelle belle réponse. Alors, on notera tout de même la République dominicaine qui, elle, a dit, moi, je prends tous les Juifs. Mais c'est un coup de pied dans l'eau parce qu'en vrai, personne ne peut aller en République dominicaine. Donc, voilà. Le monde est fermé à Bretagne. Et les Juifs sont livrés à eux-mêmes. Cette même année, au moment où Hitler comprend que personne ne l'arrêtera, alors on peut lancer une bande-annonce de ce qui va arriver, et c'est la nuit de cristal en 1938. La nuit de cristal, c'est quoi? C'est le moment où la populace s'en donne à cœur joie. Et on vient détruire tout ce qui est juif, magasins, synagogues. On appellera cette nuit la nuit de cristal suite au nombre de verres, de vitrines,
de fenêtres qui ont été brisées cette nuit-là. Mais ce n'est pas encore la Shoah. Concrètement, il y a déjà des Juifs qui ont été tués dans des différents pogroms, mais ce n'est pas encore la Shoah. Et nous arrivons en 1939. 1939, le 1er septembre, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Seulement, du point de vue du peuple juif, qu'est-ce que c'est le début de la guerre? Eh bien, le début de la guerre, c'est l'idéal qui se met en place du point de vue des nazis, et c'est l'étau qui est fermé hermétiquement du point de vue des juifs. Il est trop tard maintenant pour partir. Je parle de départ parce que jusque 1939, si un juif décide de partir d'Allemagne, il peut partir. Le problème, c'est qu'il peut arriver nulle part. Mais il peut partir. Alors, après la conférence d'Évian, il peut arriver nulle part. Mais avant la conférence d'Évian, en tant qu'individu, tu pouvais encore partir. Évidemment, tu ne savais pas ce qui allait se passer, donc on ne peut pas juger les gens a posteriori. Mais le 1er septembre 1939, c'est le début de la guerre. La porte est fermée. Je repense toujours, quand on parle de cette deadline, où ça y est, c'est trop tard maintenant, je repense toujours à cet homme extraordinaire qui s'appelait le Rav Yitzhak Nissenbaum. Le Rav Yitzhak Nissenbaum était un des grands maîtres de Varsovie, mais il était également très sioniste. Il faisait partie du mouvement Hapoel HaMizrahi. Et le Rav Nissenbaum, en 1938, à Varsovie, il n'y a pas encore la guerre, il n'y a pas encore les Allemands là-bas. Eh bien, le Rav Nissenbaum va réussir à convaincre sa communauté qu'il faut partir de Pologne et aller en Eretz Israël. Les Juifs pouvaient partir aux États-Unis. Alors, il y avait des quotas, évidemment. On parle avant de la conférence d'Évian, vous demandez. Oui, il y en a qui pouvaient partir, bien sûr. Est-ce qu'ils sont partis? Non. Mais qui le Rav Nissenbaum, eh bien, lui, il réussit donc à convaincre sa communauté qu'il faut partir de Pologne et aller en Eretz Israël. Il va partir en Eretz Israël seul, avec l'argent de la communauté, pour trouver un terrain et acheter un terrain pour reconstruire la communauté en Israël. Il trouve le terrain et il revient ensuite en Pologne, à Varsovie, pour organiser le départ de la communauté. Bon, évidemment, ça ne met pas 5 minutes. Le départ est prévu pour la fin de l'été de l'année 1939. Il va même se passer en mars 1939 la fête de Pourim, où durant cette fête de Pourim, il dira aux enfants de la communauté de faire énormément de bruit, non pas à l'entente du mot Aman, mais à l'entente du mot qui précède Aman. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on entend le mot qui précède Aman, il dit aux enfants, faites du bruit, comme ça vos parents écouteront vos cris avant d'entendre le mot Aman et il sera trop tard. Et malheureusement, la guerre éclate et ils sont bloqués, ils ne peuvent pas partir. Et toute sa communauté et lui-même mourront dans le ghetto de Varsovie. Donc effectivement, le 1er septembre 1939, c'est le début de la guerre, c'est le début de la fermeture de la possibilité de sortie pour les Juifs. Pour ce qui est de l'Afrique du Nord, quelqu'un a posé la question, n'oubliez pas que l'Afrique du Nord, c'est la France. Donc la politique en Afrique du Nord, savoir si un Juif peut y aller, c'est la politique française. Bekitsour, la guerre éclate. 1940. Alors que ça a déjà commencé en octobre 1939, mais seulement à un petit endroit, c'est en 1940 que va être mis en place la première étape de ce qu'on va appeler la Shoah. Il y a un historien de la Shoah qui s'appelle Raoul Hilberg,
qui a mis en place le concept des 4 étapes de la Shoah. La première étape, c'est avec du recul qu'on sait que c'est la Shoah. Mais à l'époque, on ne le savait pas. La première étape, c'est les lois de Nuremberg, c'est-à-dire la dénonciation, la définition qui est juif. Mais la deuxième étape est la première étape effective. C'est quoi? La ghettoïfisation. En 1940, alors j'ai dit, en octobre 39, ça va commencer dans des petits endroits, mais c'est en 1940 que vont commencer à être mises en place de manière systématique les grands ghettos. Le principe du ghetto est très simple. On contrôle les juifs en les rassemblant à un endroit. Même s'il y a des gens qui disent que les nazis ont déjà la volonté de tuer tous les juifs, ou même si on dit qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de tous les juifs, dans tous les cas, c'est beaucoup plus facile de gérer quand ils sont tous rassemblés au même moment. Aujourd'hui, en ce moment, on parle beaucoup du drame humanitaire à Gaza. Ouais. La famine à Gaza, le génocide à Gaza. Si vous vous amusez à faire un tout petit peu le calcul de ratio entre le nombre de tonnes de denrées alimentaires qui rentrent dans la bande de Gaza chaque jour, la même en ce moment, par rapport à la population, vous avez plus d'1,5 kg de denrées alimentaires par jour par habitant. Et quand je dis denrées alimentaires, ça peut être du blé, du riz, qui n'est pas encore cuit, hein, donc ça en fait. Hein. 1 kilo de riz, c'est déjà, tu manges déjà pas mal. Les amis, ça c'est de la famine. Dans les ghettos, il y a des quotas de rationnement. Oui, évidemment, évidemment, vous avez raison, Meïra. Bien sûr, mais là, on parle pas de l'étymologie du mot ghetto et d'où ça vient. On parle pas de cela. Vous avez raison que le mot ghetto, c'était le nom d'un des quartiers de Venise. Et lorsqu'en 1517, les Juifs de Venise ont demandé la permission de vivre ensemble dans ce quartier-là, et donc de facto, eh bien, le quartier juif est devenu le ghetto. Et par extrapolation de langage, on s'est mis à appeler tous les endroits où étaient rassemblés que les juifs des ghettos. Donc évidemment que le ghetto à l'origine n'est pas du tout péjoratif. D'ailleurs, le nom du quartier ghetto, il existait avant que les juifs n'habitent dedans. C'est juste que quand nous on parle des ghettos pendant la guerre, on parle des ghettos pendant la guerre. D'accord? Bekitsour, il y a dans les ghettos des quotas de rationnement. Oui, parce que les juifs ne peuvent pas aller au supermarché, ne peuvent pas aller dans les champs, ils sont enfermés dans le ghetto. Donc les nazis vont pourvoir aux bienfaits, donc ils vont certainement permettre à avoir énormément de massayotes, de camions qui vont rentrer pour l'aide humanitaire. Ouais. Les quotas de rationnement dans les ghettos, c'est 184 kilocalories par jour. C'est-à-dire même pas 10% de l'apport journalier quotidien qu'on doit avoir pour être en bonne santé. Même pas 10%. Là, on peut parler de famille. Là, on peut parler de problèmes de conditions sanitaires car il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'hôpitaux, à part des choses de fortune qui sont mises en place. Il y a des problèmes de nourriture et des problèmes de surpopulation énormes. Quand vous pensez au ghetto de Varsovie, le plus grand, qui va abriter 450 000 personnes dans 3 km², lorsque vous comprenez que les lois sur le peuplement des ghettos nous donnent des chiffres très clairs, dans une pièce où il y aura une fenêtre, on mettra entre 6 et 7 personnes. Dans une pièce où il y a 2 fenêtres, entre 12 et 14 personnes.
Donc, dans un appartement qui, avant la guerre, disons qu'il avait un 3 pièces, 4 pièces, et qui abritait une famille de 5 personnes, dans ce même appartement, maintenant, il y a 25 personnes qui habitent. Vous comprenez tout de suite les problèmes du ghetto. C'est une mort à petit feu. Dans le ghetto de Varsovie, mourront près de 100 000 personnes dans les rues de faim, de froid, de maladie. La ghetto, la ghettoisation, c'est donc la deuxième étape de Raoul Hilberg, mais la première étape effective de la Shoah. Quelles sont les deux autres étapes? Il y a, alors, c'est ça, autant pour moi, j'ai dit n'importe quoi, voilà, j'ai voulu être trop rapide. C'est la troisième étape de Raoul Hilberg, car il y a aussi ce qu'on appelle la spoliation. C'est-à-dire, entre le moment où on a déterminé qui était juif, on va aussi commencer à leur prendre leurs biens, leurs possibilités de faire tel ou tel métier, et ainsi de suite. Seulement après, on y arrivera à la mise en ghetto. Et l'étape suivante, c'est l'extermination. Et ce qui nous amène, après 1940, à 1941. 1941, Rabotaille, c'est le début de la Shoah par balle. Ça y est. En fait, qu'est-ce qui se passe? En 1939, la guerre éclate, mais dans un premier temps, Hitler, il ne se concentre pas sur les Juifs, il se concentre sur la guerre. Pour réussir à battre ses ennemis ancestraux que sont la France et l'Angleterre, alliés de la Pologne, eh bien, il sait qu'il ne pourra pas mener un front à l'ouest et un front à l'est. Donc évidemment, vous le savez, en 1939, il va faire le pacte Ribbentrop-Molotov, le pacte de non-agression germano-soviétique. Genre, il fait le pacte avec Staline en disant on ne s'attaque pas. Maintenant, Hitler, il déteste Staline, Staline déteste Hitler. Mais Hitler, il a des intentions stratégiques. Et Staline, lui, il n'est pas prêt. Son armée n'est pas prête à se faire la guerre à ce moment-là. Donc, c'est tout bénef pour les deux. On fait le pacte de non-agression. Seulement en 1941, les nazis ont gagné. En un an et demi de guerre, ils n'ont plus aucun ennemi à l'ouest. À part évidemment l'Angleterre, mais l'Angleterre est coincée sur son île. D'un côté, les nazis n'arrivent pas à conquérir l'Angleterre à cause de l'île et de la force navale britannique qui est trop forte. Mais de l'autre côté, les nazis ne sont pas inquiétés non plus par l'Angleterre, car à part des bombardements et à Berlin et à Londres, ils ne peuvent pas non plus faire venir leurs troupes en Allemagne. Donc, si vous voulez, l'Angleterre est toujours en guerre contre l'Allemagne, mais il ne représente pas un danger en tant que tel. Pour ce qui est des autres pays européens, c'est très simple. Soit ils sont alliés d'Hitler, comme l'Italie, soit ils sont genre neutres, comme l'Espagne de Franco, soit ils sont conquis par l'Allemagne, et donc c'est l'Allemagne, comme la France, soit ce sont des pourris comme la Suisse. Et bon, ça, c'est une autre catégorie à part. Donc, si vous voulez, il n'y a plus d'ennemis en Europe occidentale. Hitler a gagné. Donc, puisqu'il a gagné, et les États-Unis ne sont pas encore en guerre, il n'y a pas encore eu Pearl Harbor. Et de toute façon, même quand il y aura Pearl Harbor, pendant un an, les États-Unis ne s'occupent pas du tout de l'Europe. Ce sera la guerre dans le Pacifique. Bekitsour, les amis, Hitler, une fois qu'il a gagné à l'ouest, il dit je n'ai plus besoin de mon pacte avec Hitler, avec Staline, et donc c'est ce qu'on appelle l'opération Barbarossa de juin 1941. Ça y est, Hitler rentre à l'est. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire quelque chose. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure pour les ghettos, je vous le dis maintenant. Lorsque, à Évian, il propose aux nations du monde de se débarrasser de ces 400 000 juifs, le monde le refuse, très bien. Mais bon, on va gérer 400 000 juifs. Le problème, c'est que lorsque Hitler rentre en Pologne, durant la Deuxième Guerre mondiale, le 1er septembre, eh bien tout d'un coup, il n'a plus que 400 000 juifs sur le dos, mais il a 3 millions 400 000 juifs. Et donc, face à cet apport énorme de juifs qui arrivent maintenant
sous la domination allemande, bah, c'est là que va arriver, donc on a dit les ghettos et ainsi. Lorsque commence l'opération Barbarossa, eh bien Hitler va rentrer à l'est de la Pologne, et toutes ces zones-là qui fourmillaient de juifs, eh bien l'opération va être mise en place. L'opération, c'est quoi? Eh bien, 4 nouvelles unités vont être créées dans la Wehrmacht qui s'appellent les Einsatzgruppen. Et ces unités-là ont pour rôle de ratisser derrière l'avancée de l'armée allemande, la Wehrmacht. L'armée allemande vient conquérir comme une armée. Les Einsatzgruppen passent derrière pour massacrer tous les juifs. Et c'est ce qu'on appelle la Shoah par balle. La Shoah par balle, les amis, c'est le mal brut. C'est-à-dire qu'il y a une proximité tellement évidente entre le bourreau et sa victime, c'est le mal à l'état pur. Un mal brut, mais à l'état pur. Vont mourir dans la Shoah par balle près d'1,5 million de personnes qui ont été massacrées dans les forêts de Pologne et d'Ukraine. Mais la Shoah par balle, ça ne marche pas. Alors vous allez me dire 1,5 million, oui d'accord, mais pourtant, pour les nazis, ça ne marche pas. Parce que c'est pas rentable, ça prend trop de temps, et il faut économiser les munitions parce qu'on est en guerre. Et donc, les nazis vont commencer à mettre en place ce qui rend la Shoah unique en son genre. Et je me permets de le dire ici, je me rapproche de la caméra, et la caméra va donc se rapprocher encore plus. Je me rapproche de la caméra pour dire la chose suivante à votre avis. On parle beaucoup de génocide que Tsahal est en train de perpétrer à Gaza. Bon, d'abord, il faut savoir qu'à Israël, le peuple juif était extrêmement mauvais en génocide. Ah, c'est zéro pointé, les gars. En 1967, au moment où Israël conquiert la bande de Gaza durant la guerre de 6 jours, il y a 300 000 personnes qui habitent dans la bande de Gaza. 50 ans après, 50 ans après le kibouch, après l'occupation terrible du peuple juif, qu'est-ce que je dis 50 ans 40 ans, 40 ans. En 2005, lorsque Ariel Sharon décide de faire le démantèlement, l'Aïtnatkut du Gush Katif, et que donc le peuple juif part complètement de la bande de Gaza, eh bien, il y a plus de 2 millions d'habitants à Gaza. Il faudra repasser pour le génocide. Lorsque tu es présent dans une zone et que sous ta domination, la population autochtone se multiplie par 7, il faudra repasser pour le génocide. De la même façon, lorsqu'on parle de l'attaque à Gaza, les amis, on parle aujourd'hui de près de, si je ne me trompe pas, 13 000 civils qui ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza pour 11 000 terroristes. Alors, ça fait évidemment déjà un bon chiffre de près de 25 000 personnes qui ont été tuées, malheureusement. Mais les amis, le ratio de civils morts par rapport aux terroristes, alors que dans les actions de Tsahal est de 1 pour 1, voire peut-être 1 pour 1,5, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de préserver la vie civile de la part de Tsahal. Quand tu regardes les guerres menées par les Américains en Afghanistan, par les Anglais, par les Français au Mali, et que tu vois là-bas que le ratio est au minimum de 4 civils pour un terroriste, et que tu te dis, on n'a jamais traité les Américains de génocidaires, quand tu regardes les Américains qui balancent la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki,
les Anglais à Dresden et qui vont massacrer 100 000 personnes en une minute, on ne les a pas appelés génocidaires, mais évidemment, Tsahal commet un génocide à Gaza, c'est bien connu. Les amis, la Shoah par balle, ça ne marche pas. C'est pas rentable, ça va trop lentement et ça utilise trop de munitions. Donc, que faire? En fait, ça bouge moins quand je suis plus proche de la caméra. Elle n'arrive plus à bouger. En fait, c'est ça le secret. Il faut que je m'approche, c'est tout. Voilà, on a gagné. On a trouvé le secret. Attendez, les questions dans 8 minutes, je vous laisse poser toutes les questions. Bekitsour, ça ne marche pas. Et donc, eh bien, les nazis vont d'abord essayer de nouvelles techniques pour être plus rentables. Donc après, les fusillades de fusils d'assaut, ça sera les mitrailleuses lourdes. Mais là, pareil, on a toujours le problème des balles et du fait qu'il faut trop de balles pour tuer un juif. Ensuite, on va essayer la dynamite. On prend des juifs, on fait creuser un trou, on les met dans le trou, et nous sommes en 1941. 1941. Et donc on met dans le trou et on met de la dynamite et ça explose. Mais les nazis trouvent que c'est pas très esthétique. Pour finalement arriver au premier concept de camion à gaz, on prend un camion, on met un tuyau d'échappement qui relie le pot d'échappement à l'arrière du camion et avec 2 kilomètres de balade, les gaz d'échappement vont tuer tout le monde. Mais ça coûte trop cher en essence, donc c'est arrêté. Ensuite, on a les premières chambres à gaz artisanales avec des moteurs d'avion. Mais là, pareil, ça coûte trop cher en kérosène. Et finalement, on va arriver aux chambres à gaz qui marchent d'abord au monoxyde de carbone pour finalement peaufiner la chose et créer l'arme ultime, les chambres à gaz qui marchent aux Zyklon B, qui sont d'une efficacité incroyable. Je vous invite à regarder le film Amen pour montrer à quel point l'industrialisation de la mort rend la Shoah unique en son genre. Oui, car les amis, c'est ce qui nous amène en 1942 à la solution finale. Le 20 janvier 1942, il y a la conférence de Wannsee. Conférence de Wannsee dans laquelle va être décidée la solution finale, c'est-à-dire l'officialisation de la destruction de tout le peuple juif. Pour ce faire, vont être mis en place 3 camps, les camps de l'action Reinhardt, qui sont Treblinka au nord-est de la Pologne, Sobibor au centre-est de la Pologne et Belzec au sud-est de la Pologne, qui n'auront pour seul but de massacrer les Juifs. Il n'y aura plus, ce ne sont pas des camps de travail, il n'y aura plus de sélection. On vient là-bas pour mourir. Le temps moyen entre ton arrivée avec ton convoi au camp de Sobibor, de Belzec, de Treblinka et le moment où tu as un tas de cendres, eh bien, n'excède pas les 2 heures. À ce moment-là, nous sommes arrivés aux 2 éléments qui vont faire en sorte qu'il n'y a absolument aucune comparaison possible entre quelque génocide que ce soit, car il y en a eu des génocides dans le monde. Malheureusement, la Shoah n'est pas le seul, n'est pas le premier, et malheureusement pas le dernier non plus, génocide dans le monde. Mais il y a 2 choses qui vont faire de la Shoah quelque chose d'unique. C'est quoi ces 2 choses? Eh bien, les amis, voilà, exactement, j'ai retrouvé ce que je voulais vous montrer. Hop là, je vais voir si c'est en plus grand. Je vais vous montrer un document. 2 secondes. Hop là. Bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Je vais vous le partager. C'est en petit, mais c'est pas très grave. Je vous expliquerai de quoi il s'agit. Voilà, vous pouvez voir ici, à gauche de l'écran, une liste. Cette liste-là, c'est une liste qui est donnée à tous les membres de la conférence de Wannsee. Ce que vous voyez d'ailleurs à côté, c'est le château dans lequel a eu lieu cette conférence de Wannsee. Heinrich, que vous voyez ici, c'est lui qui préside la séance. On vient présenter le nouveau patron de la déportation qui s'appelle Adolf Eichmann et on donne à tout le monde cette liste-là que vous voyez à gauche. Eh bien, cette liste-là, c'est quoi? C'est les noms des pays avec à côté le nombre de juifs à aller chercher pour les massacrer. Et ce qui est incroyable, alors d'abord, ce que vous pouvez voir peut-être, il y a un endroit où il y a marqué Frankreich. Frankreich, c'est la France. Mais il y a 2 lignes. Une ligne à 165 000 et une ligne avec 700 000.
Et on se dit, mais attendez, mais il n'y a jamais eu 800 000 juifs en France. Alors c'est quoi ces chiffres? Eh bien en fait, c'est la France et la France. C'est-à-dire la France et le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Tout ça, c'est la France. Et ce qui est fondamental dans ce texte, regardez, c'est dans la deuxième moitié de la liste, il y a le pays qui s'appelle l'Albanie. Et regardez combien de juifs on doit aller chercher en Albanie. Il y a marqué 200. C'est-à-dire que dans cette liste-là, où on veut faire partir l'armée allemande dans le monde entier et la déportation partout, eh bien, il y a quand même marqué, à côté des pays à 800 000, à 2 millions, il y a marqué 200. C'est-à-dire qu'on ira chercher les juifs en Albanie parce qu'on veut détruire tout le peuple juif. C'est la première chose qui rend la Shoah unique. Dans les autres génocides qu'on peut avoir malheureusement dans le monde, eh bien, il n'y a pas cette spécificité de l'extermination. Dans tous les autres génocides, il y a une porte de sortie. Lorsque les conquistadors ont massacré les Indiens d'Amérique, eh bien, c'est parce qu'ils voulaient leur terre et leurs ressources. Si les Indiens leur donnent leur terre et leurs ressources, eh bien, ils ne se feront pas massacrer. Lorsqu'il y a le génocide du Rwanda, eh bien, ce sont deux tribus qui se massacrent l'un l'autre pour le territoire. Et s'il y en a une qui s'en va, on ne va pas aller chercher les Tutsis et les Hutus au reste du monde. Ils partiront, ils partiront. Le génocide des Arméniens, pareil. Lorsque les Russes vont faire le génocide arménien, eh bien, si le monsieur en Arménie décide de partir, eh bien, le russe ne va pas aller le chercher dans le monde entier pour aller le massacrer. La première chose qui rend la Shoah unique, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire pour le peuple juif. La deuxième chose, c'est, comme on a dit, l'industrialisation de la mort. Comment est-ce qu'on va, de manière scientifique, trouver le meilleur moyen pour être le plus efficace et tuer un maximum de juifs? Tout ça nous emmène aux camps de concentration et aux camps d'extermination. Certains seront des camps de travail où on meurt et d'autres seront des camps où on meurt, tout simplement. En 1943, il va y avoir la flamme dans la nuit, l'étincelle dans l'obscurité, les révoltes juives. À ce moment-là, en 1943, chose qu'il n'y avait pas depuis 10 ans, on ne savait pas où ça allait nous amener. Mais en 1943, tous les juifs sont au courant de ce qui se passe, y compris dans les ghettos. Et lorsque à Varsovie, on apprend que pour le 19 avril, le commandant de la région de Varsovie a envie de faire un cadeau au Führer pour son anniversaire, qui est le 20 avril, de liquider les 50 000 derniers juifs du ghetto de Varsovie, alors il y a la révolte du ghetto de Varsovie. Non? Ok. Il y a la révolte du ghetto de Varsovie. Eh bien, la révolte du ghetto de Varsovie, qui va évidemment échouer, le but n'était pas de battre l'armée allemande, mais cette révolte-là va ramener un semblant de vaillance juive un peu partout dans l'univers de la Shoah, puisque non seulement ça va avoir un écho énorme, imaginez-vous bien, des gens qui n'ont pas mangé depuis 2 ans dans le ghetto tiennent face à l'armée, tiennent tête à l'armée allemande, plus que l'armée française, par exemple. Et donc, ça va faire un écho énorme jusqu'en Israël, par exemple, où il va y avoir dès 1943 un kibbutz qui va être créé au nom du chef de la révolte de Varsovie, Mordechai Anilevitch. Et le kibbutz s'appellera Yad Mordechai, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Mais il va y avoir des révoltes partout dans l'univers de la Shoah, des révoltes à Auschwitz, des révoltes à Treblinka, des révoltes à Sobibor, tous sous l'impulsion de la révolte du ghetto de Varsovie. 1944 marque un tournant dans la guerre qui est aussi un tournant dramatique pour le peuple juif. 1944, les nazis ont perdu la guerre. Le débarquement en Normandie va être le début de la fin pour les nazis. Mais lorsque les nazis comprennent qu'ils ont perdu la guerre, eh bien, ils vont redoubler d'efforts pour réussir à tuer tous les juifs. Et dites-vous bien que sur le 1 100 000 personnes qui ont été tuées à Auschwitz, plus de la moitié seront tuées après le débarquement en Normandie. C'est-à-dire qu'entre juin 44 et janvier 45 et la fermeture du camp d'Auschwitz, c'est durant ces 6 mois, même pas, que vont être tués plus de la moitié des juifs à Auschwitz, alors qu'Auschwitz a été rentré en fonction depuis 1941. Parce qu'à ce moment-là, on augmente les cadences, puisqu'il n'y a plus de guerre à gagner, il y a juste à s'occuper des juifs. 1945, c'est ce qu'on appellera la dernière, la dernière action nazie antisémite et de destruction, les marches de la mort.
toutes les rescapés des camps, tous ceux qui sont encore en vie, on ferme les camps et on les brûle. Pourquoi? Pour qu'ils ne deviennent pas des témoins vivants lorsque les armées alliées vont arriver. Et donc on détruit tous les camps. Mais les hommes et femmes qui sont encore en vie, eux sont des témoins terribles. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Eh bien on les ramène parce qu'on n'a pas le temps de les tuer tous d'un coup, parce que l'armée russe et l'armée américaine avancent et à l'ouest et à l'ouest, et donc on a peur de ne pas arriver à tous les tuer d'un coup, et donc d'être pris par les armées alliées. Et donc on ramène tous les rescapés à pied pendant 4 jours et 5 nuits en Allemagne, de la Pologne en Allemagne en janvier dans la nuit. On ne s'arrête pas ni pour manger, ni pour boire, ni pour dormir. Des milliers mourront durant ces marches. C'est pour ça qu'on a appelé ces marches les marches de la mort. Finalement, ceux qui survivront, comme ma grand-mère, eh bien, arriveront dans les camps en Allemagne et seront petit à petit libérés euh, par les armées américaines et autres. Certains seront libérés plus à l'est par les armées soviétiques. Et 1945 marque la fin de la guerre avec la reddition totale et inconditionnelle de l'Allemagne le 8 mai 1945. Voilà les amis, quelles sont pour moi les 11 grandes étapes de la Shoah. C'est une longue histoire et quand on dit plus jamais cela, eh bien, il le faut. Alors, au niveau Emouni, au niveau de la Emouna, on sait que la Shoah ne va pas revenir car la Géoula a commencé. Mais c'est pas pour ça qu'il ne pourra pas y avoir d'autres exactions faites contre le peuple juif. Et donc, il est évident et essentiel d'avoir un regard sur l'histoire pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et donc on a dit, enfin on l'a dit, on l'a pas dit aujourd'hui, mais on l'a souvent dit, cette phrase de Yigal Allon qui disait un peuple qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. Un peuple par contre qui connaît son passé, son présent est limpide et son avenir est assuré. Voilà la petite rétrospective de l'histoire de la Shoah. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Rav, moi j'ai une première question. Rav, est-ce que... Ouais. question sur l'antisémitisme. On retrouve tous les jours l'antisémitisme et après la Shoah on a cru être soigné de ça, mais ça revient. Pourquoi on est autant haï? Tu me donnes combien de temps? 1 heure? Vous avez 1 minute 30. Écoute, bon, il y a énormément de raisons, mais je vais en citer qu'une. euh, que on retrouve ça dans le livre Hitler m'a dit, discussion avec le Führer, d'un monsieur qui s'appelle Raortig, qui était un général de l'armée allemande, qui est parti en 38, comprenant que son patron il partait en cacahuète. Et donc il est parti aux États-Unis et il a écrit Hitler m'a dit, discussion avec le Führer. Et là-bas, dans une des questions, il lui demande à Hitler pourquoi les Juifs. Et Hitler répond que le monde occidental a été construit sur 2 piliers, la sagesse et la morale. La sagesse vient de la civilisation gréco-romaine et la morale vient d'Israël. Or, la morale a affaibli l'Europe. Il faut donc se débarrasser de la morale, il faut se débarrasser d'Israël. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, on essaye tellement par tous les moyens de montrer que Tsahal fait des exactions immorales terribles? Parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'on est, Béhémet, l'armée la plus morale de la Terre. On est la morale de l'humanité et ça fait énormément de problèmes à ceux qui n'ont pas envie de l'être. D'ailleurs, ça se dit énormément sur les réseaux sociaux. Ah, elle est belle, l'armée la plus morale du monde, etc. C'est comme s'ils le savaient, mais qu'ils Mais bien le... sûr qu'ils le savent. Et d'ailleurs, elle est très belle. Question de Richard. Richard, votre micro. Ah, la technique, c'est toujours pareil. Ah, vous Richard, m'entendez là? voilà, ça y est. Oui, Bon, non, je voulais juste apporter deux petites anecdotes à ce que vous avez dit. D'abord, à propos des Jeux Olympiques. Il faut savoir qu'il y a quand même eu un début d'opposition aux Jeux Olympiques de Berlin. C'était les Jeux Olympiques, les Olympiades de Barcelone, qui avaient recueilli beaucoup plus d'adhésions d'ailleurs, parce qu'il y avait quand même tout le bloc des gens de gauche, beaucoup plus d'adhésions et de désir de venir que les Jeux Olympiques de Berlin, qui sentaient très mauvais. Sauf que, au moment où les Jeux Olympiques de Barcelone devaient démarrer en juillet, ça a été le moment du début de la guerre d'Espagne.
Et tous les athlètes qui étaient là ont d'abord été à Barcelone, ils ont contribué à la révolte de Barcelone contre les armées espagnoles, les armées putschistes espagnoles. Et ensuite, bah, évidemment, il a fallu qu'ils rentrent avec pas mal d'ennuis pour certains. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est une réflexion que j'avais entendue il y a fort longtemps et j'étais très jeune, une interview de Fritz Lang à la télévision française, dans laquelle Jacques Chancel lui demandait d'évoquer ses souvenirs, puisque vous savez que Fritz Lang était le grand cinéaste allemand. Et un peu avant les Jeux Olympiques, Goebbels avait convoqué Fritz Lang en lui disant « Nous souhaitons que vous soyez le cinéaste du Reich allemand ». Alors Fritz Lang, très étonné, lui dit « Mais vous n'êtes pas sans ignorer mes origines. Vous savez que je suis juif. » Et Goebbels lui aurait répondu « Dans quelque temps, donc ils n'étaient pas encore vraiment très assurés de leur pouvoir, dans quelque temps, c'est nous qui déciderons qui est juif et qui ne l'est pas. » Alors, ça permet, si vous me permettez, deux réflexions. La première, c'est que concernant les Jeux Olympiques ou les massacres ou autres, l'histoire n'est jamais écrite d'avance et qu'il y a toujours un grain de sable qui peut permettre de la faire capoter. Malheureusement, vous avez raison en appuyant sur le fait que ce génocide s'est passé dans l'indifférence totale de toutes les nations. Ça, c'est le premier point. Et finalement, on était peut-être quelque part, finalement assez content que d'autres s'occupent du sale boulot, en particulier les Allemands. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que même l'antisémitisme le plus total, le plus parfait, le plus absolu qui est manifesté par la Shoah nazie, même cet antisémitisme-là n'est pas exempt de manipulation politique, et on le voit avec l'anecdote de Fritz Lang. Voilà, c'est tout. Ce n'était pas une question, c'était Bien, merci une beaucoup. petite participation. Rafizon, il y a une remarque qui est très bonne là dans le chat, mais on n'aura pas beaucoup de temps malheureusement, mais je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Est-ce que vous avez une vidéo ou un cours sur l'histoire de votre grand-mère? Alors, j'ai pas un cours en particulier, mais pourquoi pas? Bonne idée. Oui, bah on va le faire. Moi je pense que c'est une très très bonne idée. La Shoah à travers la Kabbalah. Il reste 30 secondes arabes. Eh bien, vous demanderez au Rav Yoel. Le Rav Yoel va faire un cours où le titre c'est Savoir d'où on vient pour savoir où on va. Voilà. On accueille tout de suite le Rav Uri Cherki pour continuer dans cette épisode court. Toda Rabba au Rav Etan Fizon.